Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la production d'énergie électrique et les diagrammes énergétiques associés. Ce cours est à destination des élèves d'un niveau de 3e. Comment construire un diagramme énergétique? Nous allons, dans des bulles ou dans des rectangles, indiquer les sources d'énergie ou les convertisseurs d'énergie. Par des flèches, nous indiquerons l'énergie qui est reçue ou transformée par le convertisseur d'énergie. Comment peut-on produire de l'énergie électrique? Il existe 3 moyens. Le premier moyen, utiliser l'énergie électrochimique, c'est-à-dire utiliser des transformations chimiques qui produiront de l'énergie électrique. On peut aussi utiliser les propriétés de certains matériaux pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en utilisant des cellules photovoltaïques qui vont réagir à l'énergie solaire. Et enfin, et c'est ce qui est majoritairement fait pour la production d'énergie électrique, utiliser l'énergie de mouvement dans un alternateur pour transformer cette énergie de mouvement en énergie électrique. Voyons dans un premier temps le cas des piles électrochimiques et des batteries. La première pile qui a été inventée par Alessandro Volta en 1800. Il a utilisé un empilement de cuivre, de zinc et de tissu imbibé de saumure, c'est-à-dire d'eau salée, et il a poursuivi cet empilement et ainsi obtenu une pile avec une production d'énergie électrique continue. C'est la première source d'énergie électrique continue de l'histoire. Si nous regardons le diagramme énergétique d'une telle pile, on va utiliser la transformation chimique entre deux métaux pour produire une énergie chimique qui sera transformée en énergie électrique et ainsi permettre d'alimenter un appareil électrique. Ce diagramme énergétique est le même quel que soit le type de pile, que ce soit une pile classique, une pile rechargeable ou la batterie de votre téléphone portable ou encore les batteries qui se trouvent dans les voitures. Nous pouvons produire aussi de l'énergie électrique à partir de l'énergie solaire. Si nous prenons le diagramme énergétique d'un panneau solaire, constitué de cellules photovoltaïques, il va convertir l'énergie provenant du soleil en énergie électrique, pour alimenter le réseau électrique par exemple. Enfin, troisième possibilité, utiliser l'énergie de mouvement pour faire tourner un alternateur et ainsi produire de l'énergie électrique. Alors, de quoi est constitué un alternateur? L'alternateur est constitué de deux parties. Une partie que nous appelons le stator, c'est-à-dire une partie fixe, statique, ici qui est constituée d'un aimant, ça pourrait être aussi un électroaimant, et d'une partie en mouvement de rotation, le rotor, ici c'est une bobine qui tourne à l'intérieur d'un aimant. Cet alternateur va permettre de convertir de l'énergie cinétique de rotation, c'est-à-dire une énergie de mouvement, en énergie électrique. La question que l'on peut se poser, c'est comment faire tourner cet alternateur. On peut utiliser tout simplement le mouvement de l'air, de l'eau ou de la vapeur d'eau. Pour simplifier, ce mouvement rectiligne devra être transformé en un mouvement de rotation par l'intermédiaire des turbines ou des pales d'une éolienne ou encore d'une hélice. Donc transformer ce mouvement rectiligne en mouvement de rotation, nous allons en fait convertir l'énergie de mouvement rectiligne, l'énergie de mouvement de translation rectiligne de l'air, c'est-à-dire du vent, de l'eau ou de la vapeur d'eau, en énergie de mouvement de rotation, qui permettra d'alimenter l'alternateur. Ce mouvement, à la base, comment il est obtenu? Pour l'air, pour l'eau ou pour la vapeur d'eau, nous allons voir ça. Pour l'air, on va utiliser le déplacement de l'air. Mais pourquoi l'air se déplace? Il va se déplacer tout simplement par phénomène de convection. En effet, le soleil
va chauffer les masses d'air. Les masses d'air chaudes sont moins denses, plus légères, donc elles vont s'élever en altitude. En s'élevant en altitude, elles vont laisser un vide ici qui sera comblé par des masses d'air plus froides. C'est ainsi que nous allons avoir les vents de surface. Les masses d'air qui se sont élevées car elles ont été chauffées vont, elles, en haute altitude, se refroidir et redescendre sur le sol. Nous avons ici ce que l'on appelle une cellule de convection. C'est un mouvement perpétuel qui est tout simplement engendré par le soleil qui chauffe les masses d'air. On peut aussi utiliser le déplacement de l'eau. Alors, l'eau descend. En effet, vous savez que le cycle de l'eau va permettre à l'eau qui se trouve dans les océans, dans les lacs ou dans les rivières de s'évaporer, de monter en altitude, de se recondenser et de redescendre sous forme de précipitation. Et ensuite, de repartir par l'intermédiaire des fleuves, des rivières, dans les océans. Ce schéma simplifié montre tout simplement que l'eau va descendre et donc va se mettre en mouvement. Il suffit d'utiliser ce mouvement en plaçant une turbine sur une rivière ou en faisant une retenue d'eau pour permettre de produire de l'électricité. Et enfin, on peut utiliser aussi le mouvement de la vapeur d'eau. Alors cette fois-ci, il va falloir chauffer. En chauffant, l'eau liquide va se transformer en vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va se mettre en mouvement et pouvoir faire tourner une turbine. Nous verrons qu'il existe différentes façons pour chauffer cette eau. On peut utiliser donc l'énergie cinétique ou de mouvement de l'air qui se déplace, c'est-à-dire du vent. On peut utiliser l'énergie potentielle de pesanteur que va acquérir l'eau en étant stockée en altitude. Et donc cette énergie potentielle de pesanteur va pouvoir se transformer ensuite en énergie cinétique, donc en énergie de mouvement. Et enfin, on peut utiliser l'énergie thermique pour transformer de l'eau liquide en vapeur d'eau. Voyons à présent le fonctionnement de l'éolienne. Le déplacement de l'air va entraîner la rotation des pales de l'éolienne qui va permettre de mettre en mouvement l'alternateur et de produire de l'énergie électrique. Voyons à présent d'un point de vue énergétique ce que va donner cette suite d'événements. La source, c'est le vent, c'est-à-dire de l'air en déplacement. Cet air en déplacement possède une énergie cinétique qui va être transformée par l'intermédiaire des pales de l'éolienne en énergie cinétique de rotation. Cette énergie cinétique de rotation va permettre le mouvement de l'alternateur qui va transformer cette énergie de mouvement en énergie électrique pour pouvoir être ensuite redistribuée sur le réseau électrique. Voici donc la chaîne énergétique complète d'une éolienne. Ceci est dans un monde parfait. En effet, à chaque transformation, à chaque conversion d'énergie, il y a des pertes qui sont dues au frottement mécanique, qui sont dues à l'effet Joule, c'est-à-dire au dégagement de chaleur lorsqu'il y a de l'électricité, un courant qui circule. Donc, à chaque étape, nous avons des pertes d'énergie par énergie thermique. Si nous regardons maintenant le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique, nous avons de l'eau ici qui a été stockée dans cette réserve tout simplement en altitude. Donc nous avons de l'eau qui possède une énergie potentielle. Cette eau va descendre le long d'une canalisation ici, ce que l'on appelle la conduite forcée, permettre la rotation de la turbine qui va entraîner l'alternateur et ainsi produire de l'énergie électrique qui sera envoyée sur le réseau de distribution. D'un point de vue énergétique, la source c'est de l'eau liquide en altitude qui possède donc une énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie potentielle de pesanteur sera transformée pendant la chute d'eau en énergie cinétique de mouvement. Cette énergie cinétique de mouvement, par l'intermédiaire de la turbine, sera transformée en énergie cinétique de mouvement de rotation. Et cette énergie cinétique de rotation sera transformée par l'alternateur en énergie électrique, qui sera envoyée sur le réseau de distribution. Voici ici
la chaîne énergétique, le diagramme énergétique d'un barrage hydraulique, sans, à chaque étape, les pertes d'énergie qui existent bien entendu aussi dans ce cas-là. Voyons à présent le fonctionnement des centrales thermiques. Donc, il existe deux types de centrales thermiques, les centrales thermiques nucléaires, donc thermonucléaires, qui vont utiliser la fission nucléaire pour produire de l'énergie thermique, et les centrales thermiques à flamme qui utiliseront des combustibles pour obtenir cette énergie thermique. Des combustibles fossiles de façon générale. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire est celui-ci. Nous avons donc un circuit primaire qui va permettre de chauffer en boucle fermée de l'eau dans un réacteur thermonucléaire. Donc des réactions nucléaires vont se produire dans ce réacteur. Ces réactions nucléaires produisent de l'énergie thermique. Cette énergie thermique va chauffer l'eau. Cette eau ici qui va rester liquide grâce à un pressuriseur qui va augmenter la pression va circuler dans ce circuit primaire et va permettre ici de chauffer l'eau qui se trouve dans le circuit secondaire. Cette eau ici dans le circuit secondaire, elle n'est pas pressurisée, donc elle va se transformer en vapeur. La vapeur va ici être conduite vers la turbine, faire tourner ici la turbine, reliée à un alternateur. L'alternateur produira de l'énergie électrique. La vapeur qui fait tourner cette turbine devra être refroidie dans ce condenseur pour retourner à l'état liquide et repartir ici dans le générateur de vapeur pour refaire un cycle. Le refroidissement des vapeurs se fait ici par l'intermédiaire soit de cheminées qui utiliseront un refroidissement par l'air, soit en utilisant une source froide. Par exemple, les centrales nucléaires sont en général placées à proximité de rivières ou à proximité de mer ou d'océan. Notamment, par exemple, pour la centrale de Gravelines, elle utilisera l'eau de la mer pour refroidir ici les vapeurs dans le circuit secondaire. Voici le fonctionnement d'une centrale thermonucléaire, donc qui chauffe ici de l'eau pour la transformer en vapeur par l'intermédiaire d'une réaction de fission nucléaire. Si nous regardons maintenant le fonctionnement d'une centrale thermique à flamme, nous avons exactement le même fonctionnement, mis à part que l'énergie thermique va être obtenue en brûlant ici des combustibles qui seront du gaz, du charbon, du pétrole par exemple, et en brûlant ces combustibles, on chauffe de l'eau dans un circuit ici qui va se transformer en vapeur, faire tourner la turbine qui se trouve ici reliée à un alternateur. Les vapeurs sont ensuite refroidies par un deuxième circuit de refroidissement. Les fonctionnements sont similaires, la source, l'origine de l'énergie thermique est différente. Si nous regardons donc dans le cas de combustibles fossiles, gaz, charbon, pétrole, nous avons de l'énergie chimique qui sera transformée lors de la combustion. Donc la combustion, c'est bien une transformation chimique, nous l'avons vu en quatrième. Donc au cours de cette transformation chimique, l'énergie chimique est transformée en énergie thermique. Dans le cas d'une transformation d'une centrale nucléaire, le combustible, c'est un combustible radioactif, l'uranium, qui va être par fission nucléaire, donc c'est une énergie nucléaire qui va être transformée au cours d'une transformation nucléaire, au cours de la fission, sera transformée ici en énergie thermique. Nous avons globalement le même diagramme énergétique, la même chaîne énergétique, la différence vient de la source qui permet d'obtenir cette énergie thermique. Ensuite, l'énergie thermique sera utilisée pour générer de la vapeur. Cette vapeur sera transformée en énergie cinétique de mouvement, puisqu'elle va se mettre à se déplacer. Elle va permettre de faire tourner une turbine qui va convertir cette énergie cinétique de mouvement en énergie cinétique de rotation. Ce mouvement de rotation, grâce à l'alternateur, sera converti
en énergie électrique pour être ensuite distribuée sur le réseau électrique. Regardons maintenant les différentes sources de production d'énergie électrique dans 3 pays, donc la France, l'Allemagne et les États-Unis. Cela vous permettra d'avoir une vision sur les différentes politiques énergétiques qui peuvent être utilisées dans ces pays. Alors, si nous regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de ces pays, nous voyons par exemple qu'en France, la production du nucléaire représente 71,7% de la production globale en électricité. C'est la production principale, la source qui permet de produire principalement l'électricité en France. En Allemagne, cette production par le nucléaire n'est que de 13,3%. Aux États-Unis, elle est de 19,3%. Donc nous voyons très bien qu'en France, le choix a été fait de produire majoritairement l'électricité par l'intermédiaire du nucléaire. Avec tous les inconvénients, c'est-à-dire l'aspect sécurité des centrales nucléaires et l'aspect du retraitement des déchets nucléaires, qui est un problème majeur dans ce type de production d'énergie électrique. Ensuite, nous pouvons voir qu'au niveau de l'énergie verte, l'Allemagne, si on rassemble le solaire, la biomasse, l'éolien et l'hydroélectrique, produit 40,3% de son énergie électrique par l'intermédiaire d'énergie verte. Là où les États-Unis sont à 17% et la France à 21,3%. Avec pour la France, dans ces 21,3%, une chance énorme, c'est que il y a en hydraulique 12,5%. Alors l'hydraulique, on peut se permettre de produire autant en France parce qu'on va avoir des montagnes, on va avoir des fleuves qui sont importants, qui vont permettre de faire des retenues d'eau et de mettre en place des barrages. Ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne où on a un pays qui est globalement plat et donc on ne peut pas avoir de retenue d'eau en altitude qui possède une énergie potentielle. Néanmoins, on voit que la part d'énergie verte en Allemagne est très importante et que la part en France est 2 fois moins importante. Enfin, l'énergie fossile. Alors la France a très peu de production d'électricité via l'énergie fossile, ce qui permet d'avoir des émissions en dioxyde de carbone très faibles, donc de limiter ce gaz à effet de serre, la production de ce gaz à effet de serre. L'Allemagne, elle, et les USA ont des productions qui sont très importantes, puisque nous voyons que pour les États-Unis et l'Allemagne, on a 62,5% pour les États-Unis et 45,4% de l'énergie électrique qui est produite à partir de sources d'énergie fossile, c'est-à-dire de gaz et de charbon. Et donc, cette production d'électricité va rejeter énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. 3 pays avec globalement des politiques énergétiques différentes, mais on voit que l'Allemagne a fait un choix de développement d'énergie verte très importante, d'abandon du nucléaire, malheureusement avec une augmentation de son énergie fossile. A l'inverse, la France a très peu d'énergie fossile, mais a une production nucléaire, donc une production de déchets nucléaires beaucoup plus importante, et une part d'énergie verte qui est globalement très inférieure à celle de l'Allemagne. Donc comment penser l'avenir au niveau énergétique ? Il faut tendre à diminuer la production de dioxyde de carbone par l'intermédiaire des combustibles fossiles, gaz et charbon, augmenter la part de l'énergie verte dans la production d'électricité, diminuer bien entendu la part du nucléaire par rapport aux dangers et aux problèmes de retraitement des déchets que le nucléaire impose, mais ces 3 évolutions ne pourront être efficaces qu'à la seule condition d'avoir aussi une politique pour diminuer la consommation d'électricité et ainsi permettre de produire moins d'électricité et de l'utiliser de façon plus optimale, avec un meilleur rendement. Nous n'avons pas évoqué d'autres types de production d'énergie électrique, les hydroliennes, l'utilisation des courants marins pour produire de l'électricité, les combustibles à partir d'algues, les centrales marémotrices qui vont utiliser le phénomène des marées d'attraction lunaire
pour pouvoir faire fonctionner des turbines, la biomasse, mais encore plein d'autres choses, la géothermie, les centrales thermiques solaires et toute autre expérience en cours de recherche qui se font actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.